enregistrement. Donc ici, c'est un exercice sur les matrices de rang 1, plus précisément sur les matrices de rang inférieur ou égal à 1. Et en fait, ce qu'on veut montrer, c'est que toute matrice donc, de rang inférieur ou égal à 1 est semblable à une matrice où on a juste la première colonne qui est non nulle. Ici, le réflexe, c'est que si j'ai A une matrice, je vais prendre une matrice carrée, mais on aurait pu énoncer ce résultat pour les matrices rectangulaires. Alors, et si j'ai J un indice de colonne, alors le réflexe, c'est que si la Jème colonne de A est nulle, ça m'implique automatiquement que epsilon J, je vous rappelle que epsilon J, c'est le Jm vecteur de la base canonique. Automatiquement, ce vecteur-là appartient au noyau de A. En fait, on a même une équivalence. Donc, ça veut dire que dès que vous voyez des colonnes nulles sur votre matrice, ça vous donne des éléments du noyau. La démonstration, tout simplement, Cj de A, c'est égal à A fois epsilon J. Donc ici, notre matrice, là, j'ai n colonnes nulles. Pardon, j'ai n-1 colonne nulle. Donc le noyau de cette matrice-là est au moins de dimension n-1. Et donc, d'après la formule du rang, son rang est au plus égal à 1. Donc ainsi, on en déduit le fait suivant, c'est que si M est égal à des coefficients, puis ensuite que des colonnes nulles par la suite, je supposais qu'on est carré, on aurait pu faire ça en rectangulaire. Je vous simplifie la tâche. Si M est comme ça, alors le noyau, la dimension du noyau de M est supérieure ou égale à n-1. Car l'espace vectoriel engendré par epsilon 2, etc., epsilon n-1 est un sous-espace 1, est inclus, c'est une inclusion d'espace vectoriel dans le noyau de M. Voilà, voilà. Et donc, le rang de M est inférieur ou égal à 1 d'après la formule du rang. Alors en fait, on aurait pu voir directement le fait que le rang de M est inférieur ou égal à 1, oui, parce que le rang de M, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par les colonnes, mais ici, l'espace vectoriel engendré par les colonnes, il est engendré uniquement par cette colonne-là, parce que les autres colonnes qui sont nulles n'amènent rien. Finalement, ces quelques considérations élémentaires, ça nous donne l'idée de transformer le problème matriciel en problème vectoriel. Donc ici, idée. Idée très importante, c'est on transforme le problème en problème, je vais mettre ici entre guillemets, géométrique. Qu'est-ce que ça veut dire, géométrique? La définition que je donne de géométrique, c'est avec des espaces vectoriels. Un espace, c'est bien un endroit où on peut faire de la géométrie, et des applications linéaires. Okay. Alors, ici, il y a deux choses qui me font avoir cette idée. D'abord, un peu, ça vient comme ça, cette idée. Mais surtout, en fait, c'est on veut montrer que
on veut montrer qu'il existe P inversible tel que j'ai A qui est égal à P fois quelque chose fois P-1. Mais ne soyons pas irréalistes, ne soyons pas trop ambitieux. Comment on va pouvoir trouver une telle matrice P qui fait une relation comme ça? Si j'essaie d'écrire ce que c'est que P fois quelque chose fois P-1, ça va me donner quelque chose de trop compliqué. Ça, matriciellement, c'est compliqué. Matriciellement, c'est un problème très calculatoire. C'est un problème qui est calculatoirement très compliqué. Et donc, on va passer plutôt en vectoriel. À quoi ça correspond? Cela veut dire qu'on cherche une base adaptée à notre problème. On cherche une base adaptée à notre solution. Allons-y. Donc déjà, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, mais le premier geste, la première chose qu'on fait, c'est on géométrise notre problème, on vectorialise, on géométrise, on vectorialise notre problème matriciel. On vectorialise notre problème matriciel. Donc je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire. Comment je fais ça? Eh bien, je me donne un espace vectoriel. Soit, on se donne E un espace vectoriel de dimension n. Et on se donne B égale à E1 En, une base de E. On a toujours besoin de faire ça pour vectorialiser. Une base de E. Ça, c'est la première chose. On se donne l'espace. Maintenant, on va se donner la transformation. Puis, on se donne maintenant F, un endomorphisme de E, tel que la matrice de l'endomorphisme F dans la base B, ça soit exactement notre matrice A initiale. Ici, remarque, c'est possible car l'application qui a F associe l'application qui va de L de E dans Mn de K, qui a une application G associe la matrice dans la base B de G, est surjective. Mieux, on sait que c'est un ISO. Okay. Donc, je me donne cette matrice-là. Maintenant, ici, le dictionnaire, il offre toutes les propriétés gratuites. On les prend. D'après le cours, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que je vais avoir d'après le cours? Évidemment, le rang de cette application linéaire F qui correspond à ma matrice A, c'est égal au rang de A, qui est donc inférieur ou égal à 1. Et donc, maintenant, on passe à la résolution de l'exercice. Voilà, donc on a fixé notre cadre. On a transformé notre problème de matrice en un problème d'application linéaire. On dispose d'une application linéaire, bilan. J'ai E, un espace vectoriel de dimension n. J'ai F de E dans E, une application linéaire. Et je suppose, ou si vous voulez, on a le fait que rang de F est inférieur ou égal à 1.
j'ai vectorialisé, j'ai géométrisé ma situation, j'ai géométrisé mon problème matriciel. Et maintenant, j'ai beaucoup plus d'intuition. Rappelez-vous, l'avantage du géométrique, c'est que j'ai des intuitions. Et l'avantage du matriciel, c'est que je suis plus fort en calcul. Alors, ça, c'était premièrement, on géométrise. Et maintenant, on va résoudre notre problème. Hein, on résout notre problème géométrique. Et ensuite, on transférera notre solution géométrique dans le monde matriciel. On résout notre problème géométrique. Okay. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, d'après la formule du rang, eh bien, on a le fait que la dimension du noyau de F est supérieure ou égale à M-1. Alors, ensuite, on peut remarquer si F, alors, si A est la matrice nulle, la question est résolue. La question est facile à résoudre. Donc, on suppose que A est non nul. Donc, on a le fait que le rang de A est égal à 1 et non pas supérieur ou égal à 1. Et donc, la dimension du noyau de F est égale à N-1. Et maintenant, je vais me donner une base. On se donne F1, on se donne F1, Fn-1, une base de KF, qu'on complète en une base. Alors ici, je vais mettre le vecteur qui complète ma base, je vais le mettre initialement, vecteur F0. Et ensuite, ici, j'ai ma base, la base du noyau. OK? Donc là, ça, c'est la base du noyau. Ça s'occupe du noyau. Et l'autre, peu importe ce que c'est, on s'en fout. Ça, c'est clair. Peu importe ce que c'est, l'autre. Et donc maintenant, on va noter B', cette base. On note B', cette base. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la matrice dans la base B' de l'application linéaire F, qu'est-ce que c'est par définition? Ici, c'est F de F1, notation pas excellente, mais tant pis. Et pour terminer, c'est F de Fn-1. Mais ça, c'est égal à 0. Ça aussi, c'est égal à 0. Maintenant, quand je décompose 0 dans la base F0, F1, Fn-1, il n'y a pas de mystère, ça fait 0. Et puis, sur le premier truc, je ne sais pas trop ce que ça fait. Ici, ça fait des coefficients. Hein, et ça, c'est F de F0. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, troisièmement, on revient au matriciel. Eh bien, on note P, la matrice de passage de B à B'. Hein, et on a
On a, alors c'est PB. PB, donc P fois la nouvelle matrice. Cette matrice-là, je vais la noter B. On a PB. Bon, une fois que j'ai obtenu PB, bah, du coup, ma formule, je la connais. Vu que P est à gauche, bah, c'est P-1 qui est à droite. Et puis, bon, bah, là, il n'y a pas de choix, c'est A. Bah, c'est exactement ce qu'on voulait. Fin de la démonstration. Donc, un exercice qui n'est pas très compliqué, mais qui vraiment utilise à fond cette technique de géométrisation d'un problème. Voilà, je vais arrêter